Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Que devient l'enseignement en France depuis 40 ans, à une époque des hybridations, de l'éducation et de la distraction, celle de l'edutainment où se brouillent les frontières traditionnelles entre culture savante et distraction, art et loisirs, éducation et tourisme. On sait qu'avec la massification des effectifs scolaires, les valeurs traditionnelles et autoritaires ont été remplacées par une éducation compréhensive, psychologique, parfois permissive, et qu'ainsi, les valeurs éducatives se sont alignées sur la culture individualiste hédoniste. Le capitalisme actuel consiste en ceci qu'il élabore des stratégies esthétiques à visée marchande dans tous les secteurs de l'industrie de consommation. Il tente à exploiter rationnellement les dimensions esthétiques, imaginaires ou émotionnelles à des fins de profit et de conquête des marchés. Il se caractérise par un travail systématique de stylisation des biens et des lieux marchands, d'intégration généralisée de l'art, du look et de l'affect dans l'univers consumériste. Au sein de ce nouveau capitalisme, les objets sont recherchés en vue de satisfaction d'ordre hédonistique, ludique ou expérientiel, c'est-à-dire esthétique au sens premier et étymologique du terme. Les réformes du système éducatif vont dans ce sens, l'école se doit d'être ludique, hédoniste. Un exemple parlant permet de distinguer le capitalisme d'avant les chocs pétroliers, du capitalisme artiste, qui a commencé de se développer au même moment, le salon de l'agriculture. À cette époque, il était encore l'héritier des comices agricoles issus du XVIIIe siècle et accessoirement, l'occasion pour quelques enfants de découvrir l'univers de la ferme. Aujourd'hui, le salon de l'agriculture est essentiellement un spectacle multipliant les mises en scène destinées à plus de 600 000 citadins. Les enfants y découvrent les animaux de la ferme en trayant par exemple une vache en plastique. Dans une moindre mesure, on y fait du commerce. Les stratégies du capitalisme financier et managérial contemporain sont aussi élaborées au sein de l'éducation nationale. Il n'est plus aucun domaine qui échappe aux logiques poussées à l'extrême du spectacle et du divertissement, de la théâtralisation et du show-business. L'hyperspectacle, annexe des secteurs de la vie sociale de plus en plus larges, et notamment le système éducatif. La consommation transesthétique distractive est déjà à l'œuvre au sein de la maternelle, du primaire, du collège, du lycée. Surtout, elle est promue par le management officiel sous couvert de réformes innovantes. Après la lecture de ce livre, vous comprendrez pourquoi les réformes, qui prétendent les unes après les autres mettre l'accent sur la maîtrise du français, réduisent le nombre d'heures, allègent les programmes et génèrent, malgré elles, une baisse constante de niveau tant à l'écrit qu'à l'oral. Vous comprendrez pourquoi tel conseiller pédagogique, qui explique aux professeurs comment ils doivent enseigner, multiplie les fautes d'orthographe sous le regard bienveillant de 2 inspecteurs et d'un chef d'établissement sans que cela pose le moindre problème. Cela vous choque ? Cela vous choquera toujours, mais vous saurez pourquoi une telle aberration peut avoir lieu. Le système éducatif à l'ère, de l'HYPERSPECTACLE. On le sait, on le répète, les élèves sont plus blasés qu'ils ne l'ont jamais été. Ils ont souvent l'impression qu'avec Internet, ils savent tout, et n'ont besoin ni des cours ni des professeurs. Ce que l'on sait moins, c'est que des professionnels de l'éducation, managers et pédagogues, pensent la même chose. Ils invitent à bouleverser l'enseignement de fond en comble en vue d'en faire des lieux d'échange, d'expérience, d'acquisition de compétences. À l'heure où, bombardés de sollicitations, les consommateurs et les élèves réagissent par l'apathie et l'insensibilité, conduisant à pousser toujours plus loin la logique du spectaculaire, l'enseignant ne parviendra à atteindre l'attention recluse des élèves qu'en les impressionnant, les choquant, les sidérant, à la manière de l'art contemporain. Le sexe en moins, ce dernier étant paradoxalement tabou et générateur de frustration à l'époque du porno chic généralisé. Comme G. Lipovetsky et J. Serrois l'écrivent à propos de l'art contemporain, il s'agit aussi dans le système éducatif, non plus de se former, éduquer son goût et s'élever, mais être excité par le spectacle du jamais vu. L'important n'est plus le sens, mais l'expérience divertissante du différent. Juste voir, sentir dans l'instant et passer à autre chose. C'est peu de dire que les enseignants ne parviennent pas à atteindre cet idéal hyperspectaculaire. Nombre d'entre eux ne s'y résolvent d'ailleurs tout simplement pas. Ceux-là sont considérés comme rétrogrades, de même que les enseignants qui ne prennent pas leur courriel tous les jours sont mal considérés, quelle que soit la qualité de leur enseignement.
En revanche, un enseignant qui passe à la télévision sera bien vu, l'écran étant la porte du paradis aux yeux des élèves comme des décideurs dans le milieu de l'éducation. Pourtant, dès les années 1920, l'auteur de la pédagogie enfantine avait mis en garde contre une pédagogie fondée sur la séduction et la fascination à l'égard des objets. La pédagogie européenne et états-unienne actuelle fonde trop d'espoir sur le numérique et l'écran. Elle a tort de vouloir remplacer la concentration par le papillonnement, car le spectacle instruit mal, parce que l'intérêt est placé dans l'objet et sollicite l'enfant comme par surprise. La civilisation écranique spectaculaire est celle d'une instruction connectée, mitée, parcellaire, d'autant plus éclatée que la pédagogie par compétence et par objectif se sera appliquée à détruire ou à ringardiser les disciplines et les savoirs, au profit des capacités et des attitudes transversales. Ce désapprentissage, cette destruction organisée de la relation hiérarchique fait le miel du capitalisme artiste. Ce dernier a besoin de créatifs, qui apprennent quelque chose sans que l'on sache quoi, c'est-à-dire pour dire les choses clairement, qui n'apprennent absolument rien, mais qui expérimentent et donc produisent du créatif, cela même dans quoi piochera le capitalisme artiste pour beurrer ses tartines et ses brioches. Au sein du capitalisme créatif, la créativité, la mobilité, l'authenticité, la motivation, l'engagement et l'autodétermination sont devenus un modèle de management pour le monde entrepreneurial de la performance et de l'innovation. Ce sont les valeurs prônées dans l'éducation nationale. Il faut renouveler perpétuellement les modèles et les programmes, innover, accélérer les rythmes du changement. Qui ne reconnaît pas dans cette dernière phrase ce qui est demandé aux enseignants ? Or les auteurs l'ont écrite à propos des industries de la consommation, des loisirs et de la communication. L'éducation nationale est organisée selon les mêmes règles du capitalisme artiste qui s'appliquent au monde de l'entertainment. Les objectifs pédagogiques ne sont que des prétextes à des stratégies que ne remarquent certainement pas les pédagogues et autres sociologues mis en avant, lesquels se réjouissent de constater que sont promues des idées qu'ils cherchent à voir reconnues depuis longtemps parfois. L'aval institutionnel confère une garantie à des idées qui elles-mêmes servent de caution à l'institution. Cette dernière s'appuie sur des recherches, des publications et des articles pour justifier des choix dont les motivations profondes ne sont que difficilement perceptibles. À l'ère du spectacle et de l'écran généralisé, les cours paraîtront sans surprise ringards et repoussants aux yeux des consommateurs avides d'expérience, d'affect et d'émotion. Ces êtres séduits se soumettent volontairement aux rênes que sont les industries de la distraction. Quant aux professeurs, le plus souvent, ils ne cherchent pas à suivre les modes de l'entertainment épileptique contemporain. Le rythme d'un cours n'est pas le même que celui d'un clip publicitaire, et c'est cela qui est notamment reproché aux enseignants qui ne s'adaptent pas à la logique spectaculaire, surprenante par principe, dérégulée de notre époque. Or l'école, le collège et le lycée sont sommés de s'adapter au monde de l'hyperspectacle omniprésent et proliférant, en réduisant le plus possible l'écart qui les sépare de la société de l'hyperconsommation, laquelle est considérée aujourd'hui ni plus ni moins et de manière idéologique comme le monde réel. Comment réduire l'écart ? En intégrant le sensationnalisme, l'intimisation et l'émotionnalisation. Pour y parvenir, une arme puissante et efficace, elle fait ses preuves chaque jour. Le management, bouleversé depuis quelques décennies au point d'être rebaptisé NE management. Pourtant, quels que soient les efforts déployés pour adapter le système éducatif à la société de l'hyperspectacle ambiante, l'enseignant aura toujours un temps de retard. À l'heure du gigantisme, de la provocation et de l'abject accessible à tous les élèves via Internet, le professeur fera toujours pâle figure. Heureusement, les enfants restant des enfants, même à l'adolescence, il suffira au professeur de se mettre un nez rouge pour faire oublier les jeux vidéo, le énième SMS reçu durant le cours et la dernière scène porno visualisée sur Internet. Un oubli de quelques secondes. Et après, que fait le prof ? Il enlève le bas ? Il joue à la roulette russe ou se tire une balle dans le bras, comme certains artistes lors de performances récentes ? En tout état de cause, comme dans la télé-réalité, ce qui va captiver les élèves, c'est la subjectivité, l'émotionnel, l'excès des situations et des réactions, de l'enseignant lui-même et de tout ce qu'il va produire pendant son cours. Comme un épisode de télé-réalité, un cours scénarisé, dramatisé, réalité devenue spectacle,
sera en phase avec l'hyperspectacle qui s'est imposé à nous aujourd'hui, souvent à notre insu. Simultanément, on demande aux enseignants de faire le grand écart, s'adapter à la société de l'hyperspectacle, au monde du capitalisme artiste qui est le nôtre et en même temps y résister, proposer un modèle critique et citoyen, moralisant et bien-pensant. Dans ce contexte, les enseignants feront toujours mal et seront toujours la cible des uns ou des autres, selon que l'on tire à U ou à Dia. Quant aux professeurs qui tentent d'éveiller les élèves à une perception du monde non spectaculaire, il est peu probable que ceux-ci, qui valorisent contre l'hyperconsommation, le modeste, le discret, la simplicité puissent remettre en cause fondamentalement le plaisir qui accompagne les images connues, aimées, le spectaculaire du star system. Ceux qui penseront qu'il est don quichotesque d'essayer, oublient que des vocations, des femmes, des hommes sont nés de rencontres improbables. Pour prendre un exemple à rebrousse-poil de la propagande pédagogique ou des situations d'enseignement convenues, j'aimerais citer Al Pacino. Ce qui m'a donné plus que toute envie de devenir comédien, c'est de voir La Mouette, de Tchekhov, dans le Bronx à 14 ans. Une troupe itinérante est venue donner une représentation dans un gigantesque cinéma. Il y avait à peu près 15 personnes dans la salle. Un paysan, un chercheur sans couverture médiatique ou un compagnon du devoir ne pourrait-il susciter des vocations? Même si ces dernières ne concernent que peu d'élèves, et précisément afin qu'elles concernent davantage d'adultes demain, l'enseignant ne doit-il pas, avec exigence et rigueur, ouvrir aux élèves d'autres portes que celles des malls, de la mode, de la pub, du star system et du tout-écran? Ou bien l'enseignant se doit-il de séduire tous azimuts, afin d'accroître une illusoire productivité, notion ambiguë voire perverse et déshumanisante, dans un cadre éducatif? Si le capitalisme artiste vise à attirer l'attention d'un public aisé avec l'art contemporain, onéreux, il promeut aussi un art de masse visant à produire des plaisirs passagers et immédiats, faciles, sans cesse renouvelés et n'exigeant aucun apprentissage. Qui ne reconnaît pas, ici encore, ce qui est demandé aux enseignants aujourd'hui? Il est en effet recommandé aux professeurs de rendre leur enseignement facile d'accès, valorisant, séduisant, un enseignement exigeant de moins en moins d'apprentissage, sans cesse renouvelé et ludique. Le système éducatif a l'air du ludique. Pour capter l'attention des élèves, l'enseignement doit être séduisant, sans cesse renouvelé et ludique. Or l'attention obtenue à force de surprises, de variations et de variétés voire de guignoleries est ce que le philosophe Alain dénonçait comme cette inattention mobile, pleine de vie et de mouvement, caractérisée par des réactions rapides et changeantes. Cette inattention hyperactive est plus que tolérée par les pédagogues contemporains, les conseillers pédagogiques, les personnels de direction dans le vent et tous ceux qui voient dans les technologies du numérique l'un des sésames de la captation d'une attention par ailleurs flottante. Elle n'a pourtant rien à voir avec l'attention réelle et volontaire, qui est la volonté dans l'intelligence, le pouvoir de faire attention, la plus haute valeur intellectuelle et même une des valeurs morales. Le jeu développe-t-il ce type d'attention? Alain affirme qu'un enseignement ludique est un oxymore. Prendre du plaisir en travaillant est une chose très différente de celle qui consiste à transformer son cours en jeu en tant que secteur d'activité dont la motivation n'est pas l'action efficace sur la réalité mais la libre expression des tendances instinctives, sans aucun contrôle d'efficacité pragmatique. Oxymore qui ne peut mener les enseignants qu'à enseigner malgré les réformes et non grâce à elles, afin tout simplement de sauver leur raison. Ce qui est devenu important aux yeux des élites dirigeantes, c'est la pédagogie du jeu et non celle du travail. L'idéologie qui justifie de promouvoir un enseignement ludique est une idéologie de la consommation à la fois libidinale et ludique, sous couvert d'émancipation, comme l'avait déjà montré le philosophe Michel Clouscard dès 1981. Et c'est cette idéologie qui domine aujourd'hui. Depuis 40 ans, on remplace le travail scolaire par le ludique. Simone Veil mettait en garde contre la montée de cette maladie, dès le début des années 1940, l'une des maladies de l'Europe, et, pourrions-nous ajouter, à l'heure du turbo-capitalisme mondialisé, de la planète occidentalisée tout entière, est l'agitation perpétuelle et le besoin constant de distraction. Le philosophe Jacques Mouliani enfonce le clou. La vraie médecine est pour une part, une sorte de pédagogie tendant à délivrer l'âme d'une agitation néfaste pour la santé, ce qui demande une maîtrise personnelle des pensées et une discipline de l'imagination si décriée de nos jours par les doctrinaires de l'éducation.
Les propos de Simone Veil n'étaient-ils pas prémonitoires? Agitation et distraction ont empiré au point de devenir la norme. L'hyperactivité des enfants, de maladie, est aujourd'hui considérée avec bienveillance par bien des parents comme le signe d'une vivacité, voire d'une précocité, et les enseignants sont invités à s'y adapter. Quant à la distraction, elle est pour tout l'antithèse d'une maladie puisqu'elle est devenue un but perpétuel. Débordés, certains parents démunis s'inquiètent de cette hyperactivité. Le psychiatre Bruno Falissard constate une hausse des consultations concernant l'hyperactivité, qu'il met sur le compte de l'effondrement de l'autorité dans la famille et à l'école, et de l'exigence accrue de performance, l'ensemble aboutissant à des situations limites. D'autres pointent du doigt les écrans. Toutes ces interprétations, manque d'autorité, exigence de performance excessive, trop grande prééminence des écrans dans la vie des enfants, ne correspondent pas à la doxa éducative actuelle et ne satisfont donc pas les cadres éducatifs qui rejettent ces réalités pour tenter avec l'aide des pédagogues d'agir, évidemment en vain avec d'autres leviers, PPRE, concentration, usage adapté, novlangue, létis, etc. L'avènement du ludique dans l'enseignement est le symptôme d'un renversement des valeurs. En accuser les 68 arts, dénoncer l'esprit de mai, comme la plupart des commentateurs et autres politiques le font depuis des décennies, c'est admettre implicitement que l'on n'a pas compris les causes profondes de ce qui a eu lieu, le renversement d'un capitalisme par un autre. Le ludique est l'un des instruments de cette révolution. Le ludique du néo-capitalisme dénonce le sérieux de la société traditionnelle. Et pour ce faire, il dispose de cet alibi. Ce sérieux est aussi celui de la bourgeoisie du capitalisme concurrentiel libéral. La promotion du ludique sera alors la dénonciation de l'oppression bourgeoise. Le grand mensonge, c'est de faire croire que la subversion s'oppose au système capitaliste, aux institutions dominantes. Si le désir, subversif par essence, est survalorisé depuis mai 68, c'est uniquement pour réaliser la concupiscence d'une économie de marché qui s'est totalement substituée à l'économie étatique originelle. La consommation individualiste ratifie le désordre établi par les incitations libidinales de la société civile. Le capitalisme propose les extraordinaires moyens de la réalisation libidinale, ludique, marginale de l'atome social. De l'individu en tant qu'individu. Et dans son principe, cette consommation est transgressive. Contre l'État, le père, les institutions, la société, etc. Seulement cette transgression à l'égard des institutions, ce grand combat contre l'institutionnel n'est que la substitution de l'institutionnel de demain à celui d'hier. Le libéralisme économique, pour se développer, a dû liquider les blocages sociaux originels. Telle est la véritable révolution qui est incarnée par la suite, et non un mai 68 de la gauche contre la droite, des ouvriers contre les patrons, des libertaires contre des oppresseurs, des étudiants contre des dinosaures. Depuis maintenant plus de 40 ans que la subversion a renversé les anciennes institutions pour prendre leur place, la même subversion dérangeante est toujours à la mode, présentée dans un ahurissant aveuglement collectif comme une avant-garde alors qu'elle est une nouvelle normalité conformiste. Les 68 arts libertaires et autres universitaires libérés de Vincennes ou de Nanterre n'auraient jamais pu faire reconnaître leurs valeurs et leurs idées, si elles n'avaient trouvé paradoxalement dans les nouvelles élites capitalistes des partenaires objectifs. Dans leur écrasante majorité, sans doute refuseront-ils de reconnaître la manipulation dont ils ont été les victimes, tous incroyablement candides, aveuglés par leur victoire, par leur découverte intellectuelle, par la créativité inouïe et les libérations tous azimuts de ces années 1970. Sans doute même peineront-ils à prendre conscience qu'une fois à des postes de responsabilité de quelque niveau que ce soit, ils sont devenus eux-mêmes des acteurs non du capitalisme abhorré contre lequel ils luttaient mais de son successeur, bien pire, ayant brisé ses chaînes aussi grâce à eux. L'hédonisme et le ludique de la contre-culture ont été deux des instruments ayant permis d'aider au déboulonnage du capitalisme d'avant 1968-1971. Le capitalisme de consommation et les courants de la critique artiste ont travaillé ensemble au même discrédit de l'ancien système de légitimation de la modernité disciplinaire. Si les idéaux de la contre-culture ont réussi à transformer les mœurs et les valeurs et à s'imposer dans le corps social, c'est que le capitalisme de consommation avait déjà de son côté
dissout la culture disciplinaire autoritaire à l'ancienne. Parmi ceux qui se réjouissent de l'agonie des sociétés disciplinaires autoritaires, au profit d'une démocratie généralisée, celle à laquelle aspirent les pédagogues et les politiques, figure Michel Serres. Lui comme les autres ignore ou feigne d'ignorer ce qui se dessine pour succéder à ces sociétés disciplinaires. Gilles Deleuze ou Antonio Negri ont pourtant annoncé dès les années 90 l'avènement des sociétés de contrôle, lesquelles constituent un nouveau régime de domination qui substitue, à la logique visible et centralisée de l'enfermement disciplinaire, celle du contrôle instantané et continu, disséminé et réticulaire, d'une multitude d'individus atomisés. Ce nouveau contrôle contemporain est rendu possible et particulièrement efficient par le développement de l'informatique en réseau dans toutes les sphères de l'existence. Afin de masquer le passage des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle, il convient de tout faire pour que les peuples y adhèrent d'eux-mêmes avec enthousiasme. Pour qu'ils acclament cette évolution, on maquille la nouvelle société de contrôle en une société du loisir. L'hédonisme et le ludique sont deux instruments de ce grand mensonge. Être de son époque, aujourd'hui, en faisant l'apologie du ludique et de la démocratie à l'école, c'est être la dupe de cette vaste manipulation. Les élites du capitalisme artiste et financier dominant en tirent les bénéfices ultimes. On peut être doté des meilleures intentions et défendre de généreuses valeurs. Au bout du compte, si on ne comprend pas pour qui on travaille, on fait, au mieux, preuve de naïveté sinon de complaisance, au pire d'une bêtise dangereuse confinant au terrorisme intellectuel, aucun camp n'en ayant l'apanage. Les enseignants sont sommés par leur hiérarchie de permettre à leurs élèves d'acquérir les compétences attendues par le capitalisme artiste, voilà ce que signifie émanciper, et ce, sans les rebuter, voilà pour ludique. Le caractère libidinal, lui, est un élément clé de la séduction organisée par le capitalisme artiste, qu'on pourrait appeler aussi le capitalisme de la séduction, pour reprendre le titre de Michel Clouscar, qui n'est évidemment pas sans lien avec ce que Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Le moteur de ce dernier se trouve dans la conjonction entre la science du marketing, le développement de la société de services, et l'utilisation massive des médias analogiques puis numériques, que Stiegler appelle des psychotechnologies, sur lesquelles s'appuient les multinationales pour mettre en place un psychopouvoir visant à contrôler les esprits. En lisant ces derniers mots, certains lecteurs trouveront que je verse dans la science-fiction et la paranoïa, le contrôle des esprits. Comme j'y vais. Il s'agit pourtant tout simplement de ce que cherchent à réaliser les élites politiques et économiques depuis 1833. Pour Guizot, les sociétés modernes doivent apprendre à gouverner les esprits. C'est dans ce but que le capitalisme se fait séducteur, libidinal, pulsionnel. Cette dimension sexuelle n'est pour l'essentiel pas présente explicitement dans le système éducatif, mais elle imbibe en revanche les médias, les jeux vidéo, les clips, les publicités, somme toute l'intégralité de la société d'hyperconsommation dans laquelle baignent les élèves. Or la mode qui imprègne tout, fixe et diffuse la libido et le ludique. C'est, dès la fin des années 1960, le surgissement d'un marché du désir qui permet de sauver le capitalisme de la crise. Ce sont les enfants de cette mode, de la libido microdiffusée, du ludique exigé qui franchissent chaque jour le seuil de l'école, du collège, du lycée. Ainsi, de même que les musées deviennent de plus en plus des sortes de lieux de détente intégrant boutiques de produits dérivés, librairies d'art, auditoriums, salles de café et de restaurants, dévolues à l'entertainment, l'établissement scolaire idéal, du point de vue de cette évolution, serait un lieu multipolaire non coupé du monde et spectacularisé, une sorte de Vulcania ou de futuroscope des connaissances connectées au monde, avec des espaces de détente et des lieux d'apprentissage conçus comme des lieux de vie, expériences, etc. L'entertainment doit aujourd'hui régner partout, ou du moins son apparence. L'école doit amuser. Si on ne s'amuse pas, cela signifie que l'on doit consulter ou que l'on a de mauvais professeurs. Une fois adulte et embauché, on se doit d'être fun et épanoui, même si les horaires augmentent et que les salaires stagnent ou diminuent. La retraite doit être festive et infantile. Les publicités ringardisent le troisième âge traditionnel. C'est l'entertainment obligatoire du berceau jusqu'à la tombe. Même après la mort, on pourra sans doute bientôt proposer l'option rêve heureux à ceux qui choisissent de se faire cryogéniser. Ce sera l'ère du cryotainment.
Le meilleur des mondes même après la mort. De même que les musées contemporains multiplient les expositions spectacles, dont le fondement artistique ne saute pas toujours aux yeux, les établissements scolaires d'aujourd'hui voient se succéder des ateliers, expositions, clubs, animations, mises en scène surprenantes, etc., organisés par des animateurs ou des enseignants pour ou avec leurs élèves. Encore et toujours du spectacle, du changement, du mouvement, de la variété, tout cela étant assimilé à la vraie vie. Dans le cadre du management actuel, les enseignants sont d'ailleurs appelés à devenir des animateurs, de même que le personnel de direction. Le management est en effet défini notamment comme l'ensemble des processus d'animation. Le conseiller principal d'éducation, CPE, et les assistants d'éducation, AE, eux-mêmes ne sont pas en reste. Le CPE assiste à l'élargissement de son champ d'activité qui passe maintenant par l'animation éducative. Les AE, quant à eux, quoiqu'ils échappent bien souvent au dispositif de formation, doivent néanmoins contribuer de plus en plus au projet éducatif de l'établissement. Tous ces personnels sont invités sans rire à maintenir l'ordre tout en aidant à transformer l'espace scolaire en vaste kermesse bon enfant, ou plutôt en foire du trône. La foire au personnel de la gérer, les élèves eux se sentiront à leur place sur le trône, aux deux sens de l'enfant roi et de la régression infantile. Ludique à tout prix, les enseignants devront-ils en arriver, les allusions sexuelles en moins, à enseigner comme Jérôme Niel dans ses tutos ? Ou bien à la manière de Pierre Ninet à l'occasion de son casting, pour la remise du César 2014 de la meilleure adaptation ? Un cours doit être un spectacle. Les élèves en raffolent, les parents en redemandent. Pourquoi faudrait-il s'ennuyer pour apprendre ? Ils ont raison, un cours doit être aussi vivant que possible. De là à dire qu'ils doivent se transformer en show, il y a un pas que franchiront sans doute bien des professionnels de l'éducation, beaucoup de parents et presque tous les élèves, ces élèves qu'il convient tellement d'écouter qu'on arrive à ne plus entendre ce qu'ils disent, au fond. Ils affirment vouloir des cours amusants et qui bougent, ou déménagent. En effet, pour beaucoup d'entre eux, il ne s'agit pas de travailler en s'amusant, ni même de s'amuser en travaillant, mais de passer le temps. Bien des collégiens l'avouent ingénument. À la question de savoir pourquoi ils font telle ou telle activité choisie par eux, en dehors du cadre scolaire, beaucoup répondent « pour passer le temps ». Dans le monde éducatif aussi, il s'agit donc de séduire des consommateurs blasés et souvent infantiles, et non de les amener à devenir des citoyens critiques avant tout, capables de prendre conscience du monde et de choisir celui qu'ils veulent construire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.